Bon, merci beaucoup, Si Mohamed. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus en nombre alors que la rentrée universitaire n'a pas encore été faite au Maroc. C'est un grand plaisir pour moi aussi d'être de retour à l'EGE et c'est maintenant devenu une habitude, maintenant que Si Mohamed Tozi est devenu le guide de cet établissement. Effectivement, nous avons été, comment dirait, partenaires de tennis à l'époque où Bruno Etienne était notre professeur à tous les deux. Et les années ont passé, on a blanchi, on n'y voit plus très bien, etc. Mais nous sommes toujours les mêmes et de nous voir l'un l'autre nous donne le sentiment que nous sommes toujours jeunes, ce qui est le but de l'opération. Donc ce soir, on a pensé échanger avec vous sur un thème qui est un thème d'une actualité brûlante, qui est celui de la crise ou des crises du Moyen-Orient au sens large et de leurs répercussions sur le Maghreb et sur l'Europe, en essayant de montrer justement comment des universitaires comme nous pouvons être amenés à réfléchir sur un sujet comme celui-ci et à partager bien sûr ces réflexions avec le public que vous êtes. Face à des événements aussi effarants, monstrueux et visiblement et explicitement monstrueux que par exemple les décapitations, plus exactement les égorgements en réalité, effectués aujourd'hui en ligne par Daesh, il y a bien sûr un flot de commentaires en tous sens. Ces commentaires sont généralement nourris principalement par une connaissance de l'actualité immédiate, mais ils sont difficilement mis en perspective. Or, pour comprendre ce qui se passe, et qui est quand même un bouleversement très important, il est nécessaire, je crois, d'arriver à le mettre en perspective. Et cette mise en perspective, c'est l'apport que nous-mêmes, universitaires, avons. Après, bien sûr, on peut formuler les jugements de valeur que l'on veut, on peut construire des éléments de prospective pour aller vers l'avant, mais on ne peut guère comprendre ce qui se produit aujourd'hui avec violence dans cette région du monde si on ignore le contexte historique dans un premier temps, et qu'on n'arrive pas à faire dialoguer la longue période, la longue durée, avec l'immédiat. Et c'est ça le défi qui nous est posé. Ce n'est pas une science exacte, bien sûr, mais c'est, me semble-t-il, un enjeu fondamental. Je crois qu'il faut partir d'une remarque, d'un postulat très important. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2014. 2014, c'est 100 ans après 1914. Là, pour l'instant, je ne vous apprends rien. Et 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Une Première Guerre mondiale au terme de laquelle, pour la région moyen-orientale qui nous intéresse, il sera procédé au démantèlement des provinces arabes orientales de l'Empire ottoman, à la suite à la fois des accords Sykes-Picot, donc qui sont les négociations entre le secrétaire du Foreign Office, Lord Sykes, et Georges Picot, qui est le ministre des Affaires étrangères français, et qui visent à se partager les zones d'influence au Moyen-Orient, dans les pays arabes, entre les mandats français, qui seront mandats sur le Liban et la Syrie, qui allaient au départ jusqu'à Mossoul, du reste, et le mandat britannique sur la Palestine, la Transjordanie, et puis également la mise sous tutelle britannique de l'Irak. Ces accords Sykes-Picot, complétés par la déclaration Balfour, qui est donc la reconnaissance d'un foyer national juif qui donnera ultérieurement naissance en 1948 à l'État d'Israël, avec l'axe de crise et de conflit qui dure jusqu'à aujourd'hui que l'on sait. Tout cela a modelé, anticipé, pour le meilleur ou pour le pire, peut-être surtout pour le pire, mais en tout cas avec une forme de stabilité, même sanglante, les frontières du Moyen-Orient
pendant à peu près un siècle. Or, ce que l'on observe actuellement, c'est l'explosion de ce système global. Je serais bien incapable de vous dire, si tant est que l'un d'entre vous me posa la question tout à l'heure, quelle sera la géographie de la région l'année prochaine? Combien y aura-t-il de morceaux d'Irak? Est-ce qu'il y aura un État kurde reconnu par les Nations Unies? Est-ce que la Syrie sera toujours unifiée? Ne parlons pas de qui est au pouvoir. Et même est-ce que le système du Moyen-Orient et son insertion dans l'ordre du monde, dont l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, et en particulier le Conseil de coopération du Golfe, le GCC ou le CCEAG, Conseil de coopération des États arabes du Golfe, est-ce qu'il sera toujours uni ou est-ce qu'au contraire, il aura implosé? Vous savez qu'aujourd'hui, en Libye, un pays qui n'est pas trop éloigné du Maroc, ni de la France du reste, la guerre civile qui déchire le pays n'oppose pas seulement des tribus qui se battent pour contrôler des morceaux plus importants de la rente pétrolière, des parts plus importantes du gâteau pétrolier, mais oppose par personnes interposées, d'un côté les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, qui soutiennent les milices de Zinten dans le Djebel Nefoussa et le général Haftar, à de l'autre le Qatar, qui soutient les milices de Misrata et le parti local des frères musulmans, le parti de la reconstruction et du développement. Je crois que c'est Tenmiya ou Bina, mais enfin, ils ont des noms interchangeables. Et donc, c'est la première fois, à ma connaissance, que deux États membres du CCEAG, même s'il y a eu des tensions entre les uns et les autres, si la création d'Al Jazeera était une pierre dans le jardin de l'Arabie saoudite, etc., c'est la première fois que deux États, à ma connaissance, arment, financent et bombardent des milices qui leur sont respectivement affiliées ou dont ils sont proches. Donc ça, c'est un enjeu évidemment majeur, et la façon dont fonctionne non seulement le Moyen-Orient, mais le monde arabe au sens large, avec les retombées du système rentier qui touche un pays jusqu'à un pays comme le Maroc, mais qui touche aussi, bien sûr, les questions liées à l'Algérie voisine, la baisse tendancielle des prix du gaz aujourd'hui, avec l'arrivée sur le marché des gaz de schiste, la découverte de nouveaux gisements de gaz, notamment dans l'est de la Méditerranée, au large de Gaza, paradoxalement, bien sûr ne peuvent pas être mis en exploitation actuellement, mais qui changerait certainement beaucoup de choses, d'Israël, qui est en train de devenir un producteur et un exportateur de gaz. Alors c'est un champ pétrolifère particulièrement compliqué, parce qu'ensuite il y a le sud-Liban, c'est-à-dire ce serait le gaz du Hezbollah, puis le gaz du Liban, et ça continue aussi devant la côte syrienne, qui est la côte est entre les mains essentiellement des Alaouites. Donc vous voyez que tout cela est en train de changer très profondément les données, les cartes, de redistribuer les cartes du Moyen-Orient. Comment cela va-t-il évoluer? Comment est-ce que ça va se produire là, dans les années qui viennent? La seule chose qu'on puisse faire en ce moment, c'est essayer d'identifier les grandes lignes de force, les lignes de faille, pour bâtir un certain nombre de scénarios dont on n'a pas la certitude qu'ils aboutiront. Ajoutons à cela, à cette définition du Moyen-Orient en pleine mutation, et du Maghreb également en pleine transformation. Là. Il y a eu bien sûr entre-temps les révolutions arabes, dont beaucoup ont abouti à des situations sanglantes, catastrophiques, mais dont l'une, la première, celle de Tunisie, représente aujourd'hui toujours un modèle d'espoir en dépit des nuages qui s'accumulent sur son avenir. La semaine dernière à Tunis, j'ai assisté au forum Investir en Tunisie où autour du Premier ministre Mehdi Djoma étaient venus Manuel Valls, Abdelmalek Sellal et Abdelilah Ben-Kiran. Donc on voit bien qu'il y a des éléments très importants. La Tunisie
et des pays du Maghreb. Le premier dont la légitimité n'est pas tirée en termes de gouvernement de la lutte contre l'indépendance, mais de la lutte contre Ben Ali, c'est-à-dire un dictateur qui est arrivé au pouvoir après l'indépendance. Comment l'environnement perçoit-il ça? Encourage-t-il le modèle tunisien en essayant de se prémunir des effets négatifs et des violences enclenchées par le processus révolutionnaire? Tout ça, ce sont des enjeux, et dans le cadre de la tournée que j'effectue en ce moment, pour essayer de réfléchir à la réorganisation des études arabes en France et avec nos partenaires maghrébins en particulier, autour des conversations que j'ai eues de Téhéran à Rabat, en passant par Alger, Tunis, Istanbul, Abu Dhabi ou autres, j'ai bien senti chez mes interlocuteurs le même type d'interrogation, le même type de questionnement sur la situation actuelle du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et quand j'étais jeune, donc très longtemps, quand nous apprenions l'arabe à l'Institut français de Damas avec mes camarades, et qu'on était encore nourris à l'époque, enfin les enseignants étaient nourris de cette espèce d'idéologie nationaliste ba'athiste, on nous apprenait qu'il fallait penser le monde arabe min al-Muhit ila al-Khalij, de l'océan, celui-ci, au Khalij, qui pour les ba'athistes c'était le Khalij al-Arabi, bien sûr, le golfe arabe et non pas le golfe persique ni le Khalij du coin. Aujourd'hui, il est très difficile de penser avec ces schémas et avec ces frontières. Même si l'identité arabe existe, elle est également une identité qui se combine avec d'autres. Et si on n'intègre pas l'Iran et la Turquie, par exemple, aujourd'hui, dans notre façon de penser le Moyen-Orient, on se condamne à ne rien comprendre à ce qui se passe et à oublier des acteurs majeurs. Deux États qui, justement, la Perse et la Turquie, avaient été éliminés de la scène arabe par la Première Guerre mondiale et par les lendemains de la Première Guerre mondiale, et qui, aujourd'hui, y font retour avec un certain nombre de moyens. Ajoutons à cela encore un élément très important qui est la transformation de la situation de l'Europe. L'Europe aujourd'hui, la France en particulier, mais elle n'est pas la seule, dans ce cas, est un pays qui comporte une importante population, désormais citoyenne, originaire du Maghreb en particulier, la Turquie pour d'autres, de l'Afrique subsahélienne, voire du Pakistan et de l'Inde pour ce qui est de la Grande-Bretagne. Une population citoyenne qui désormais vote, qui prend part à la vie de la cité, avec des hauts et des bas, des bonheurs et des malheurs, mais qui est en train de changer de façon très profonde le type de relation. Après l'indépendance, après les guerres de libération, les indépendances négociées, les dirigeants au nord et au sud ou à l'est de la Méditerranée pouvaient imaginer qu'ils avaient tiré désormais un trait définitif sur le passé colonial et que chacun se développerait de son côté. Alors bien sûr, les indépendances politiques sont une réalité heureuse, mais les sociétés, elles, ont continué très profondément à s'interpénétrer. Et aujourd'hui, par exemple, en France, nous avons une population marocaine qui doit faire quelque chose comme 2 millions d'habitants, mais qui est française pour la plupart également. Nous avons un peu plus de personnes originaires d'Algérie, sans doute 1 million de Tunisiens, en comptant les clandestins. Au Parlement de Tunis, au Bardo, il y a 10 députés élus de France. Et on voit bien ces interpénétrations. Vous savez que notre ministre de l'Éducation nationale, Nadjet Vallaud-Belkacem, est originaire de ce pays. Il en va de même pour Myriam El Khomri, qui est ministre déléguée à la ville. Et donc, on voit bien que des choses sont en train de se transformer avec l'apparition de nouveaux acteurs politiques, sociaux, économiques, qui construisent une représentation du monde qui n'est pas uniquement construite autour de l'allégeance à un État, mais qui intègre une culture, des traditions, une projection de soi,
qui change profondément les choses, qui change jusque et y compris les relations internationales. Alors, de tout cela, on pourrait dire que on a bien sûr essentiellement une dimension qui est plutôt positive, qui est plutôt favorable, et c'est le cas notamment lorsque la participation des enfants d'immigrés au processus électoral fait d'eux des citoyens à part entière. Et sans que l'image, la photo de l'équipe de France et celle du Parlement soient entièrement encore superposables, néanmoins, on n'est plus dans les deux extrêmes qu'on avait autrefois. Tout cela fait partie de la dimension, si j'ose dire, de lumière de cette évolution des sociétés, mais il y a aussi, et elle est très importante, une à gauche et à droite, nous pose un problème sur ce qui est en train de se produire dans nos sociétés. Comment se fait-il que des jeunes qui sont passés par l'école de la République française, qui peuvent être soit enfants d'immigrés maghrébins, sahéliens ou autres, soit français dits de souche, Gouer, comme on dit maintenant, ou Roumi, mais Roumi chez eux, tout d'un coup sur l'Internet se convertissent sans même passer par la mosquée, à une vision extrémiste de l'islam, que la plupart des musulmans ne reconnaissent pas comme tel, comme leur appartenant, mais face à laquelle il faut bien remarquer que les discours structurés sont faibles et qui, défaits par une espèce de pluralité, le monde éclaté de YouTube, de Facebook, de Twitter, etc., confrontés à des difficultés d'insertion sur le marché du travail, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parmi ceux qui partent à Daesh, il n'y a pas que des misérables, des dealers de banlieue, il y en a quelques-uns islamisés en prison, mais il y a aussi des enfants de classe moyenne, curieusement. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont trouver dans cette espèce de vision du monde et de la société un combat romantique, si j'ose dire, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de ce terme, et monstrueux qui est le leur, et vont aller prêter la main à des égorgements dans lesquels ils ne distinguent plus le désengage des avatars par jeux vidéo et par PlayStation et la réalité. Qu'est-ce que tout ça nous dit aussi sur nos sociétés? Et ce défi, bien sûr, il se pose avec une acuité d'autant plus stupéfiante dans les pays européens, mais il se pose aussi ici, il se pose aussi en Tunisie, au Maroc, en Algérie et ailleurs, où on dit qu'il y a 1 millier de Français de toutes origines, mais de la même nationalité, qui seraient partis ou en passe de partir aux revenus de Syrie et d'Irak. Quand j'étais en Tunisie, on m'a donné le chiffre de 3000. Ce matin, un officiel marocain m'a dit 2500 et quelques. On n'en sait rien. Mais ce sont des ordres de grandeur qui, même s'ils sont minimes par rapport à une population de 33 ou de 60 millions d'habitants, néanmoins, parce qu'il y a cette volonté de revenir, de commettre des attentats, une dangerosité et des capacités de recrutement dans des milieux fragiles, le milieu des incarcérés par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous avons pu, d'une certaine manière, nous-mêmes fabriquer ce type de monstre et comment y paraît? Alors, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et de le structurer et le classifier, donc, je voudrais essayer de revenir aux événements de cet été. Je crois qu'ils nous fournissent un bon point de départ pour essayer de se livrer à une rétrospective qui questionne la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il se trouve que dans le cadre de la mission que j'effectue en ce moment et qui m'a mené cette semaine en Tunisie, puis en Algérie et aujourd'hui au Maroc, je me suis trouvé, par hasard, tout moins j'espère, juste avant la bataille, dans un voyage au Moyen-Orient qui m'a emmené successivement et avec 2 passeports en Israël pendant 3 jours, du 7 au 10 juin, en Palestine ensuite les 10 et 11, à Istanbul du 11 au 13 à peu près,
à Téhéran, donc il fallait changer de passeport, du 13 au 15, et à Abu Dhabi et Dubaï du 16 au 19. Donc dans chaque pays, finalement, j'entendais un son de cloche qui était assez hostile aux pays voisins ou aux pays suivants, mais donc ça faisait l'intérêt du travail. Quelques éléments en désordre que j'ai remarqués et que j'ai observés. En Israël, les dirigeants des think tanks me disent « Nous avons conseillé à Netanyahou de reconnaître le gouvernement d'unité palestinienne, parce que, think tank militaire, parce que l'affrontement avec le Hamas va nous attirer des ennuis. » C'était 5 jours avant que le cataclysme ne commence. Bon. Et me dit-on, il n'a pas accepté parce que, d'une part, dans sa coalition, l'aile droite et les colons le poussent à toujours plus de virulence et à une agressivité, voire militaire, et que, d'autre part, il estime que le moment est opportun pour attaquer Hamas dans la mesure où, aujourd'hui, Hamas est isolé sur la scène moyen-orientale. Et en effet, si on analyse les choses de manière froide, le Hezbollah, qui est l'autre grande force pro-iranienne de la région avec Hamas, qui prenait d'une certaine manière Israël en tenaille, hein, rappelez-vous, en 2006, l'été 2006, vous avez une offensive du Hezbollah au nord et de Hamas au sud. Le Hezbollah est occupé aujourd'hui à aider Bachar el-Assad à lutter contre la rébellion. Et comme on le dit plaisamment à Beyrouth aujourd'hui, apparemment pour le Hezbollah, la route de Jérusalem passe par Qusayr et par Homs. Vous vous rappelez qu'autrefois on disait qu'elle passait par le Caire, etc. Et qui plus est, l'Iran aujourd'hui engagé, et c'est là l'un des éléments importants de cette remise en cause, peut-être le plus important de ce qui se passe au Moyen-Orient, l'Iran est engagé dans une politique de négociation avec les Occidentaux et principalement les États-Unis autour de la question nucléaire. C'est une négociation qui est très difficile. L'Iran aujourd'hui a des élites qui sont assez clivées à ce sujet, avec d'un côté un groupe de révolutionnaires historiques et dogmatiques autour du guide suprême et des pasdaran, et de l'autre côté autour du président Rouhani, de son ministre des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif et du parrain de ce système, M. Rafsanjani, un groupe pragmatique qui, lui, est désireux, tout en gardant au moins la façade des acquis de la République islamique, désireux de se réintégrer dans le système mondial. Avec la question qui est de savoir qu'est-ce que les États-Unis et l'Occident peuvent offrir en contrepartie à l'Iran. Alors, quand j'ai été 2 fois en Iran cette année, et j'ai posé une fois la question de Hamas. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne voit plus de gens de Hamas à Téhéran. Et on m'a répondu, surtout pas. On ne veut surtout pas que Khaled Meshal vienne à Téhéran parce que les congressmen américains vont immédiatement en tirer prétexte pour dire, c'est fini, on arrête les négociations tout de suite et nous avons besoin de la suite des négociations. Donc, c'est dans cette perspective, si vous voulez, que se trouve Netanyahou au moment où se produit ce déclencheur du cataclysme qui sera l'enlèvement des 3 jeunes colons qui faisaient du stop en Cisjordanie et qui ont été donc enlevés puis ensuite tués. Il se trouve que lors de mon déplacement en Cisjordanie, entre Ramallah et Naplouse, en zone B, qui est la zone où les Palestiniens ont le droit de se déplacer, ils sont exclus de la zone C, qui est pour les colonies exclusivement, et où il y a également des colons qui circulent, j'ai vu des jeunes colons faire du stop. Et j'avais été surpris, je me suis dit, est-ce que vraiment ils ont perdu tout le sens du danger qui les concerne, ou bien alors est-ce qu'ils ont un sentiment de telle supériorité qu'ils pensent qu'ils peuvent passer de manière immune. Et effectivement, j'ai rangé ça dans le fond de ma mémoire, et quelques jours plus tard, quand je suis arrivé à Istanbul, pas ceux-là bien sûr, c'était plus au sud à Hébron, un certain nombre ont été enlevés. Le gouvernement israélien a choisi bien sûr une réponse extrêmement forte, avec des ratissages, etc., mais en même temps a tenu un discours public qui donnait le sentiment à une partie de la population
qu'elle pouvait procéder elle-même à une vengeance, si vous voulez. Et c'est ça qui a eu pour conséquence qu'un jeune Palestinien a été enlevé, brûlé vif après avoir été forcé à avaler de l'essence, dans des scènes épouvantables par des extrémistes juifs à Jérusalem. Et c'est ce qui a permis au Hamas de trouver l'opportunité de lancer ses missiles sur Israël. Israël, à ce moment-là, trouvant le prétexte et l'occasion parfaite pour lancer l'offensive que vous avez tous vue cet été. Alors, si on essaye d'analyser cela de manière froide, hein, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, ce n'est pas mon objet ici, ce qu'on observe là, c'est quoi? C'est qu'on a un gouvernement israélien qui s'efforce de tirer parti à court terme d'un changement dans la région pour lequel il pense qu'il a un créneau favorable. Et on a aussi un mouvement palestinien, Hamas, qui est en grande difficulté, qui a dû aller dans la négociation d'unité avec le Fatah parce qu'il n'a plus d'argent, parce que le maréchal Sissi, depuis qu'il est au pouvoir, a coupé les tunnels d'approvisionnement avec Gaza. Et chacun va essayer de tirer de cette affaire le profit maximal pour faire avancer sa cause. Or, dans les deux cas, le calcul n'aboutit pas à ce qui était escompté. Israël, qui pensait que sa supériorité militaire absolue lui permettrait de détruire les batteries de missiles Qassam installés d'origine iranienne pour la plupart, mais montés dans la bande de Gaza, et qui n'arrivent plus en nombre à cause de la fermeture des tunnels, n'a pas réussi. Et un peu comme ça avait été le cas dans le passé, après le 11 septembre, lorsque les armées conventionnelles occidentales étaient restées totalement impuissantes face à l'organisation de Ben Laden, qui jouait sur un autre registre pour lequel elle n'était pas armée, de même, l'offensive israélienne a eu, d'après les spécialistes, un impact relativement limité sur la capacité de Hamas à lancer des missiles. En revanche, a effectué des ravages humains dans la bande de Gaza, comme vous l'avez tous vu, avec des milliers de morts, de blessés, de femmes, d'enfants, les images insoutenables qu'on a vues. Et j'ai remarqué aussi ça, que la chaîne Al Jazeera, qu'on regardait beaucoup moins après l'an 2 des révolutions arabes, parce qu'elle était devenue un peu le tam-tam des frères musulmans dans la région, et que donc elle avait perdu sa dimension attrape-tout qu'elle avait autrefois, a refait une apparition très importante, puisqu'elle diffusait H24 et 7 jours sur 7 des images de bombardements et soutenait Hamas, qu'elle appelait d'ailleurs pas jamais Hamas, mais El Muqawama, la résistance, etc. Donc on voit bien là comment des lignes bougent, mais en réalité, pour Israël, le bilan politique de l'opération n'est pas bon. L'image est catastrophique, y compris aux États-Unis, et ce risque qui a été pris par Israël ne correspond pas seulement au sentiment qu'il y avait un créneau pour abattre Hamas, mais aussi au fait que en abattant Hamas, en essayant d'abattre Hamas et en essayant de remporter une victoire de cette façon-là, le gouvernement israélien pensait ainsi affaiblir très significativement l'Iran, dont Hamas était l'allié, même si les relations n'étaient plus aussi bonnes qu'avant entre Téhéran et la bande de Gaza. Pourquoi cela? Parce que par-delà les oppositions idéologiques entre la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad disant il faut effacer Israël de la carte, et Israël, dans la perspective de la grande transformation qui se produit au Moyen-Orient, si l'Iran redevient un Iran acceptable, présentable, disons selon les standards occidentaux, redevient un partenaire pour les États-Unis et pour l'Occident, s'il devient peut-être pas redevient le gendarme du Golfe qu'il était avant 1979 à l'époque du Shah, mais un partenaire qui fait contrepoids aux États sunnites de la région, bien évidemment, la centralité de la relation israélo-américaine va changer. Et Israël va perdre de son influence auprès des États-Unis. Donc par-delà les enjeux idéologiques, il s'agissait aussi
d'un enjeu de géostratégie et de réalpolitik, mais qui n'a pas, de mon point de vue en tout cas, réussi. Pour Hamas, alors il y a eu bien sûr une très grande victoire symbolique, puisqu'ils ont incarné la résistance de nouveau, etc., alors qu'ils étaient plutôt en perte de vitesse jusqu'alors, mais aujourd'hui, à l'heure du bilan, évidemment, dans la bande de Gaza, écrasée sous les bombes, avec les infrastructures qui ont été détruites, etc., un certain nombre de gens se demandent aussi si cela valait vraiment la peine de faire ce type d'offensive. Certainement pour l'honneur et autres, mais le résultat aujourd'hui est absolument catastrophique et le bilan politique n'est pas bon du tout. Donc, on voit comment, ça parce que j'étais à Alger l'autre jour, j'ai fait une conférence là-dessus, on m'a dit mais vous n'avez pas suffisamment parlé du conflit israélo-palestinien et de sa centralité. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que c'est un conflit qui est très important, bien sûr, hein, mais qui, dans le jeu actuel du Moyen-Orient, ne peut pas être pensé tout seul. Il faut l'intégrer aux autres variables de la situation moyen-orientale qui sont en train de se transformer, en particulier la question iranienne et la question sunnite-chiite. Lorsque, quelques jours plus tard, je suis arrivé à Istanbul, les jeunes colons avaient été enlevés déjà, et en même temps, la ville de Mossoul, en Irak, avait été l'objet donc d'une razzia, ou d'un djihad, comme vous préférez, de Daesh, de l'État islamique au Levant, en Irak et au Levant, et le consulat général de Turquie, donc un gros siècle après que le califat ottoman avait été aboli et remplacé par la République d'Atatürk, avait été assiégé par les gens de l'armée de Daesh, le drapeau turc enlevé et le drapeau du nouveau califat, pseudo-califat de Daesh, avec son futur calife Ibrahim, Abu Bakr el-Baghdadi, surnommé le calife Twitter, comme vous le savez, par ses opposants, amené à sa place. Là encore, un symbole assez extraordinaire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la fin d'une ère, la fin d'un siècle qui a été marqué dans la région par les accords Sykes-Picot et la déclaration Balfour. Et discutant avec des proches, des think tanks proches du Premier ministre, enfin de l'actuel Premier ministre Davutoglu, l'ancien ministre des Affaires étrangères à l'époque, de ce qui s'est passé la veille, ils me font savoir, qu'ils me font comprendre que ce n'est pas un sujet, que Daesh, ils les connaissent bien, qu'ils les ont aidés à passer la frontière, et que c'est pour la galerie, et que d'ici quelques jours, les otages turcs seront tous libérés. 3 mois plus tard, plus de 3 mois plus tard, on a toujours 100 nouvelles d'eux. Et on voit bien comment, là encore, un État comme la Turquie, qui a décidé de réintégrer le Moyen-Orient, de jouer un rôle moteur dans la transformation de celui-ci, finalement, c'est peut-être engagé avec un peu d'imprudence. Aujourd'hui, la frontière turque est une frontière en feu, avec les passages de djihadistes difficiles à contrôler, avec la création d'un État kurde indépendant ou semi-indépendant au nord de la Syrie, qui est lié au PKK turc, et avec donc des problèmes d'otages et toute la politique que M. Davutoglu avait voulu mener dans la région, qui s'appelait la politique zéro problème avec les alliés, qui s'est transformée, selon ses adversaires en Turquie même, en une politique de zéro ami. Et là, on voit bien comment la transformation de la situation impacte considérablement sur, jusque et y compris, la politique intérieure de la Turquie d'aujourd'hui. Turquie qui a représenté un modèle, comme vous le savez, par exemple pour le PJD marocain, j'en parlais aujourd'hui avec plusieurs de ses responsables, et aussi pour Nahda en Tunisie et autres, au moment où commençaient les révolutions arabes. Alors, venons-en maintenant à la situation en Syrie. La situation en Syrie et par voie de conséquence en Irak, où on a une sorte de percolation de 2 enjeux différents. En Syrie, comme vous vous en souvenez, en 2011, ça commence le 18 mars 2011,
des jeunes gens qui sont issus des migrations bédouines de la zone de l'Est syrien touchée par la sécheresse et qui sont agglutinés dans les faubourgs miséreux de la ville de Dera, à la frontière jordano-syrienne, mais du côté syrien, en regardant Al Jazeera et en ayant vu les révolutions tunisiennes, égyptiennes, le début de la Libye et autres, vont écrire sur les murs « Sha'ab yurid esqat al-nizam », le peuple veut la chute du régime, sont arrêtés par les mukhabarat, par les services secrets locaux, torturés, mis en prison, etc. Et c'est cela qui va déclencher le mouvement de rébellion contre le régime de Bachar al-Assad. Un mouvement de rébellion qui, au départ, a une dimension démocratique antidictatoriale, qui est soutenue comme telle par beaucoup dans les pays occidentaux et dans les pays arabes, mais qui, assez rapidement, est prise en otage. Attends, il faut que je fasse une seconde. Assez rapidement, est prise en otage par un certain nombre de groupes islamistes pour lesquels l'affrontement, dans un premier temps, n'est plus tant un affrontement démocrate contre dictateur qu'un affrontement qui s'inscrit dans l'une des grandes lignes de faille du Moyen-Orient, qui est chiite contre sunnite, c'est-à-dire d'un côté ce que le roi Abdallah de Jordanie appelait le croissant chiite, dirigé par Téhéran, avec comme alliés principaux Bagdad, la Bagdad d'où Saddam Hussein a été chassé par les Américains, et qui est passé sous la domination de la majorité chiite de la population, mais qui, quand les Américains sont partis, est devenu le meilleur allié de Téhéran. Ce qui est aussi une chose très intéressante à observer pour l'histoire, c'est que les apprentis sorciers néoconservateurs de Washington, qui avaient voulu transformer l'Irak, ont finalement livré l'Irak à ce qui était leur pire ennemi à l'époque, c'est-à-dire le régime de Téhéran. En même temps, la situation en Irak se poursuit, si vous voulez, par cette espèce d'axe qui passe par Damas, où la minorité alaouite, qui n'est pas chiite au sens propre, mais qui est une branche du chiisme, est au pouvoir face à une majorité sunnite de la population, et se continue au Hezbollah, jusqu'au Liban, pardon, avec le Hezbollah, allié de Téhéran. Donc, face à cet axe d'influence iranien dans la région, se dresse un autre axe, un bloc sunnite, qui est structuré autour et financé par les pays arabes du CCE-AG et qui compte les populations sunnites de la région, l'Égypte, la Jordanie, avec un certain nombre de nuances, comme on le verra. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut penser l'enjeu? Est-ce que l'enjeu, c'est principalement la question israélo-palestinienne ou la question qui a le pouvoir en Syrie? Est-ce que ce sont les alaouites ou est-ce que ce sont les sunnites? C'est bien sûr une question, mais à mon sens, la question principale, c'est la question du contrôle du Golfe et de ces énormes flux d'hydrocarbures, 25% à peu près de la consommation d'énergie de la planète, qui tous les jours transitent par le détroit d'Ormuz et par les oléoducs et gazoducs qui en partent. Or, le contrôle du Golfe fait l'objet d'un conflit majeur aujourd'hui entre le bloc, qui n'est pas si unique ça, comme on le verra, des pays du CCE-AG et l'Iran de l'autre, et la question du nucléaire iranien est bien sûr clé. Si l'Iran dispose de la bombe atomique, pour parler comme autrefois, il peut transformer d'une certaine manière le Golfe Persique en lac iranien et donc minorer considérablement l'influence et le pouvoir des pays, pays arabes sunnites dans leur majorité, sauf le Bahreïn, et en tout cas dans leur dynastie, du Golfe. Comment est-ce que l'Iran gère ses relations conflictuelles avec le reste du monde, avec les sunnites et avec les occidentaux? Pas tant d'abord en se battant sur ses frontières, mais là encore par personne interposée, avec des pions,
avec des intermédiaires qui sont principalement le Hezbollah, Hamas et le régime de Damas. Français, Hamas et Damas, ça rime, donc, enfin, jusqu'à un certain point. C'était facile, mais entre-temps, ils se sont disputés. Et à quoi servent Hamas, le Hezbollah et Damas, dans l'esprit des dirigeants de Téhéran à l'époque? C'est à mettre une pression sur Israël. Et considérer que si jamais l'Iran est attaqué par un bombardement sur à Natanz, sur les centrales nucléaires, etc., la rétorsion est possible et immédiate parce que le Hezbollah et le Hamas, dans une certaine mesure, ont trouvé le défaut de la cuirasse de l'armée israélienne, c'est-à-dire les missiles qui atteignent le territoire israélien. Et donc il y a une utilisation de la technologie militaire qui aujourd'hui change complètement la donne des enjeux de sécurité israéliens. Pour les États sunnites, dirigés par le CCEAG, financés par le CCEAG, tout ce qui peut affaiblir l'Iran dans la région est bon. Et la chute du régime de Bachar al-Assad est vue non pas tant comme la victoire de la démocratie contre la dictature, mais comme la chute d'un allié, de l'allié principal de Téhéran, qui est la clé de son système de pouvoir à travers la pression qu'il peut exercer sur Israël. Et c'est ainsi que, dans un premier temps, la rébellion anti-Bachar el-Assad va passer de démocrate contre dictature à sunnite, pro-golfiote, si j'ose dire, contre pro-chiite. Et au fur et à mesure, elle va encore muter pour voir arriver en son sein le phénomène, l'épouvantail Daesh. Mais pour le comprendre, il faut revenir maintenant vers l'Irak. L'Irak, lui, n'a pas connu de révolution arabe au sens propre. Dans les années 2010-2011, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qu'il y a en Irak comme legs, c'est donc à la fois que la majorité de chiites de la population contrôle le pouvoir désormais grâce à M. Maleki, allié des Iraniens, et que la population arabe sunnite, qui fait à peu près 20% du total, mais qui sont toujours été les combattants dans l'histoire moderne de l'Irak, se sont trouvés complètement aliénés du pouvoir. À cela, vous ajoutez que l'invasion américaine a permis la constitution d'un Kurdistan semi-autonome au nord, qui est en train de devenir un vrai État, contrairement à ce que les accords Sykes-Picot et les traités de Sèvres ou de Lausanne avaient prévu. Souvent, je demande à mes étudiants qu'est-ce que c'est qu'un État au Moyen-Orient? Ils sèchent, et la réponse, bon, si Mohamed Tozil pose la question, ça vous saurez, enfin, ce sera mon interprétation à moi, c'est un territoire qui a une capitale, vaguement, et surtout qui est capable de signer un contrat avec une compagnie pétrolière internationale et dont la signature est reconnue. Et effectivement, le Kurdistan d'aujourd'hui a une capitale, Kirkouk, qui a été récupérée, et exporte du pétrole à travers notamment les terminaux turcs. Bon, dans le cas du Kurdistan, ce serait mieux aussi d'avoir une aviation, hein, parce que quand on est un pays enclavé entre quatre autres, quand on n'a pas d'aviation, comme on l'a vu récemment, ça n'est pas si évident que ça. Petit codicile, petite incidente. Le Kurdistan exporte son pétrole à travers la Turquie. Donc les relations turco-kurdes, jusque et y compris à l'intérieur de la Turquie, sont en train de se transformer, puisque les Kurdes d'Irak sont des gens qui apportent énormément de richesses aujourd'hui, de devises, voire de pétrole à la Turquie qui en est dépourvue. Et c'est ainsi que lors de la dernière élection présidentielle turque, où M. Erdogan a été élu président, les Kurdes d'Irak, dirigés par M. Barzani, ont incité leurs frères de Turquie à voter pour Erdogan. Autrefois, on avait une Turquie, un État turc kémaliste et républicain qui persécutait ou qui réprimait l'identité kurde à l'est du pays. Aujourd'hui, on a des voix kurdes qui se sont mobilisées pour faire élire un candidat contre un autre. Ce qui est évidemment en train de changer le rapport de force, des voix kurdes qui sont aussi appuyées sur l'embryon d'État ou le quasi-État kurde de la région. Donc revenons à la question irakienne. On a une aliénation massive des sunnites, des tribus sunnites d'Irak,
Et à l'intérieur de celle-ci, donc, la mouvance islamiste djihadiste va connaître d'importantes mutations qui donneront Daesh. Ces mutations sont de deux ordres. D'abord, une mutation idéologique. Et on n'est plus aujourd'hui avec Daesh dans le business model d'Al-Qaïda. Le business model d'Al-Qaïda était un système pyramidal où Ben Laden donnait des ordres, payait des billets d'avion, payait des cours de pilotage et envoyait des exécutants détruire les tours ou le Pentagone. Le business model de Daesh, tel qu'il a été pensé par un ingénieur syrien formé en France, Abou Mus'ab Souri, et de nationalité espagnole par mariage, car il avait épousé une ancienne trotskiste espagnole, dûment niqabisée par la suite, est complètement différent. Il s'agit, pour faire pièce à la puissance du renseignement occidental, capable d'analyser les ordres, de couper les financements, au bout d'un certain temps, bien sûr, hein, ce n'est pas fait tout de suite, de créer un système de réseau, un système réticulaire à la base, en endoctrinant très fortement des individus sur place, au Moyen-Orient, en les faisant venir d'ailleurs, en les formant militairement et ensuite en les réinjectant dans les sociétés d'origine, où ils pourront prendre, dans une certaine mesure, l'initiative de lancer des opérations qui auront un effet délétère sur la société et qui aboutiront à des situations de guerre civile, de sauvagerie. L'un des disciples de Souri, qui s'appelle Naji, j'ai oublié son prénom, la stratégie s'appelle Idarat et Tawahush, c'est-à-dire l'organisation, la gestion de la sauvagerie, de l'ensauvagement, a pour objectif de faire exploser les sociétés et d'aboutir au triomphe de leur vision messianique et politique et délirante de la religion, avec un ciblage particulier vers les populations musulmanes occidentales. Et si vous lisez les textes de Souri, en particulier sur l'Internet, son énorme compendium de 2500 pages, Darwa ila al-Muqawama al-Islami al-Alamiyya, l'appel à la résistance islamique mondiale, il liste les cibles, les juifs, mais pas les synagogues. Donc, regardez ce qu'a fait Mera, l'école juive de Toulouse, ou ce qu'a fait Nemouche, le musée juif de Bruxelles. Les musulmans, entre guillemets, apostats, sous l'uniforme des koffars, des impies. Et Mera à Montauban vise des soldats qui sont presque tous d'origine nord-africaine. Les Marocains le savent bien, puisque le lieutenant Benziaten a été parmi les victimes, enterré ici au Maroc ensuite, et également deux Antillais qu'il avait pris pour des Nord-Africains du fait de leur apparence physique. Les grands événements sportifs, et les frères Tsarnaïev, passés probablement aussi par ce moule, à Boston, visent le marathon. Et vous avez là quasiment le mode d'emploi qu'on connaît dès la fin des années 2000, mais auquel on ne prête pas grande attention parce que ça semble à l'époque complètement chimérique. Ce mode de fonctionnement, donc avec sa réinjection dans les pays de départ, est évidemment délétère. Il n'est pas aussi spectaculaire que le 11 septembre, mais il vise à dresser des segments de la société les uns contre les autres et à rendre celle-ci incontrôlable. Et surtout, contrairement à Al-Qaïda, il pénètre très profondément dans le tissu social à travers les exemples qu'on a donnés tout à l'heure et qui posent aujourd'hui un casse-tête majeur au système de sécurité, aussi bien dans les pays du Maghreb qu'en Europe. Ça, c'est la dimension idéologique. Pour la dimension opérationnelle, vous vous en souvenez peut-être, donc Al-Qaïda avait créé au moment de l'invasion américaine en Irak une sorte de franchise qui s'appelait Al-Qaïda fi Bilad al-Rafidain, Al-Qaïda en Mésopotamie, dans le pays des deux fleuves, et qui était dirigée par un certain Abou Mus'ab al-Zarqawi, l'autre c'est Abou Mus'ab al-Souri, Abou Mus'ab al-Zarqawi, donc qui est d'origine de Zarqa, un Palestinien de Jordanie, et qui s'était fait remarquer par une propension déjà à l'égorgement des prisonniers et surtout une offensive anti-chiite qui l'emportait sur l'offensive anti-américaine. Il s'est d'ailleurs fait morigéner par Ayman Azawahiri, et pour ceux de vous que ça intéresse,
Ces textes ont été traduits par le livre que nous avons fait avec Jean-Pierre Milelli, ici présent, El-Qaïda dans le texte, et c'est lui-même justement qui a fait le commentaire sur la lettre de Zawahiri à Zarqawi. Donc on voit déjà une dissidence d'Al-Qaïda plus territorialisée, plus intéressée par les enjeux chiites sunnites à l'époque. Zarqawi est ensuite éliminé par un bombardement américain. Le mouvement mute. Il y a déjà à l'époque une sorte de califat islamique en Irak qui fait des faux programmes de télé, etc. Ils sont tués à leur tour. C'est un certain Abu Omar el-Baghdadi. Ce n'est pas leur nom de famille, c'est leur surnom. Et tout cela aboutira donc à la situation actuelle où vous avez un mixte de cette idéologie et de ce mode d'opération qui s'appuie, qui percole, qui monte en mayonnaise, si j'ose dire, ou en puissance, grâce à la frustration sunnite, à la fois des grandes tribus qui vont aller derrière Daesh et aussi d'anciens ba'assistes comme Aizat ad-Douri, bras droit de Saddam Hussein, le seul qui a échappé à la capture et qui a accompagné le mouvement. Dans un premier temps, ce mouvement, qui n'était pas sans lien autrefois avec les services de renseignement syriens, va passer en Syrie. Passer en Syrie, certains le disent, on n'a pas de preuves, mais je suis enclin à le croire, avec les encouragements des services syriens de Bachar el-Assad, qui voient dans l'explosion de la rébellion par inoculation des djihadistes en son sein une excellente opportunité. Après tout, c'est ce qui a été fait en partie en Algérie dans les années 1990, avec les mêmes conseillers, c'est-à-dire les Russes et les Soviétiques. Ce sont les manuels de contre-insurrection soviétiques. Mais en même temps, ces mouvements sont encouragés par un certain nombre, pas forcément par les États, mais par un certain nombre de bailleurs de fonds originaires des pays du Golfe qui voient dans ces islamistes radicaux la meilleure occasion de se débarrasser le plus rapidement du régime détesté et pro-iranien de Bachar el-Assad. Il y a des faits tout à fait troublants que la presse et les enquêtes sérieuses ont montré depuis quelque temps. Par exemple, quand Daesh s'empare de puits de pétrole dans l'Est syrien, le régime d'Assad ne les bombarde pas, alors qu'il a l'aviation. Et ils vendent, ce qui a fait leur fortune, ce pétrole, paraît-il, au tiers du coût mondial, à environ 35-37 $, aussi bien au régime d'Assad qu'à des contrebandiers kurdes qui vont les revendre à la Turquie. Donc finalement, on a une espèce de... Daesh est l'enfant adultérin, si j'ose dire, monstrueux à la fois du régime syrien et de groupes anti-irakiens, trouve une opportunité commerciale pour un certain nombre d'acteurs locaux, s'implante en Syrie, fait imploser effectivement la rébellion, qui est aujourd'hui très affaiblie, et en termes d'image publique pour le régime d'Assad, c'est un gain considérable. Il y a encore 2 ou 3 ans, le régime d'Assad était un régime monstrueux, dans l'esprit de tout le monde, qui avait tué 200 000 personnes. Et aujourd'hui, l'image de Daesh, les images d'égorgement, l'ont emporté sur tout ça. Et même ceux qui rappellent l'ampleur de la répression et des massacres de la guerre civile syrienne, sans doute 200 000 morts, on ne sait pas très bien, mais c'est l'estimation générale, ont du mal à le faire, tellement les images atroces d'égorgement que vous, si vous cherchez un peu, vous trouvez très facilement sur YouTube, et pas seulement des malheureux journalistes, mais des soldats qu'ils attrapent, des opposants, etc., ont conquis l'imaginaire, si vous voulez, et d'une certaine manière, pour le soft power, si j'ose dire, du régime syrien, c'est plutôt une opération positive, si on peut parler avec cynisme. Fort de cela, Daesh, ayant accumulé des armes, pillé des arsenaux en Syrie, va repasser en Irak et pouvoir lancer, avec la complicité des tribus sunnites face à l'armée chiite installée à Mossoul, ville majoritairement sunnite, et qui apparaît comme une armée d'occupation, une offensive victorieuse, et là, mettre la main sur les arsenaux d'armes ultramodernes et flambant neuves livrés par les Américains à l'armée de Bagdad, et ainsi mener l'offensive que nous connaissons aujourd'hui. Quand je vais ensuite en Iran, le 13 ou le 15, je ne sais plus, juin, à ce moment-là, bien sûr, venant d'Istanbul, je ne me suis pas arrêté pour faire une escale technique à Mossoul, comme vous l'imaginez, sinon je ne serais pas là pour en parler. Mais arrivant à Téhéran,
en discutant avec un certain nombre de responsables, de hauts responsables de ce pays, ceux-ci vont immédiatement incriminer dans l'offensive de Daesh une opération saoudienne qui a pour objectif d'affaiblir le camp chiite, toujours avec cette même perspective de la négociation nucléaire. Qu'est-ce qu'a fait Daesh? Il flanque une raclée au régime de Maleki, Maleki qui sera ensuite débarqué, comme vous le savez, échangé, et ce faisant, en affaiblissant Maleki, il affaiblit l'Iran. À l'intérieur de l'Iran, me disent mes interlocuteurs, qui sont plutôt des pragmatiques, qui affaiblit-il? Il nous affaiblit, nous les pragmatiques, face au pasdaran et au guide. Et le guide va nous interdire de négocier, puisqu'il ne veut pas que l'Iran apparaisse négocier en position de faiblesse. Donc là, vous voyez encore comment la question du rôle de l'Iran, de son retour comme un facteur d'équilibre, de rééquilibrage dans la région, est un enjeu central. Après Téhéran, je vais à Abu Dhabi pour participer à un autre colloque. Et là, son de cloche complètement différent, c'est quasiment le même thème, mais ce sont des universitaires, des gens de think tank et autres arabes du Golfe, et Abu Dhabiens, koweïtiens, saoudiens, pas de Qataris bien sûr pour frérisme, pas d'Omanais pour trahison, parce qu'ils avaient fait les négociations avec l'Iran, pas non plus de Dubaïotes. Qui dit c'est affreux, nous qui avons toujours été avec l'Occident, ça y est, maintenant les Américains vont partir avec les Iraniens, nous allons être oubliés, et c'était le grand brame, si vous voulez, du Golfe plaqué qui craignait de rester dans le corridor à tenir la chandelle pendant que Américains et Iraniens se livraient à des actes que la morale m'empêche de nommer dans cette enceinte. Et donc là, c'était assez important aussi parce qu'on voyait comment, à l'intérieur de ce système, l'obsession du changement d'équilibre se manifeste. Donc on voit Daesh à la télé comme une chose monstrueuse et comme un enjeu de sécurité et de désordre terrible pour une société française, marocaine, algérienne, tunisienne, anglaise, si vous voulez. Mais en même temps, ça s'inscrit comme une pièce dans le puzzle du changement moyen-oriental, ce puzzle du changement qui est en train de bouger un peu, un puzzle n'est pas tectonique, un séisme avec des plaques tectoniques, si vous voulez, qui est en train de se produire. Est-ce que pour autant, il faut considérer qu'une fois qu'on a dit, bon, il y a les sunnites, il y a les chiites, on a fini? Non. On n'a pas fini du tout, puisque on a un problème, je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement en introduction, c'est que à l'intérieur du monde sunnite lui-même, et à l'intérieur du Golfe, du Conseil de coopération du Golfe, on a aujourd'hui des lignes de contradiction terribles. Je vous l'ai dit à l'instant, quand je me trouve à Abu Dhabi à ce moment-là, il n'y a pas de Qataris, évidemment invités. Et aujourd'hui, en Libye, donc pays proche, du Maroc comme de la France pour des raisons différentes, on a par-delà les conflits tribaux, Zintan et Haftar contre Misrata et le Parti des Frères, d'un côté les Émirats et l'Arabie Saoudite ainsi que l'Égypte, et de l'autre le Qatar, la Turquie. Et ça, c'est l'une des conséquences aussi des révolutions arabes et des conséquences et des suites des révolutions arabes. La seule révolution arabe qui, vaille que vaille, est en train d'essayer de construire un état de droit, des institutions, prépare des élections, comme vous le savez, c'est la Tunisie. Et on me demande souvent aux États-Unis, quand j'y vais, pourquoi croyez-vous que la Tunisie s'en tire mieux que les autres? Ma réponse pour embêter les Américains, c'est parce que, je leur dis, parce qu'il y a une élite bilingue qui est parfaitement en contact avec l'Europe et avec le monde arabe, et que c'est pour ça qu'ils s'en sortent. Ils considèrent ça comme du chauvinisme français. Ils refusent évidemment ça. Mais je crois que, par-delà la provocation, ça n'est pas si faux. C'est-à-dire que la Tunisie fait partie d'un ensemble qui est l'ensemble nord-africain, qui, dans la construction de son identité politique, de ses institutions, de ses relations avec le reste du monde, n'est pas du tout dans le même type de flux que les pays du Moyen-Orient. Et il me semble que, à la suite, et c'est un peu aussi
les échos que j'ai dans cette tournée, en parlant avec mes interlocuteurs en Tunisie, ici, en Algérie et ici, il me semble que aujourd'hui, il y a des éléments d'une identité nord-africaine qui sont en train de se créer à la suite, qui sont partis de ce bouleversement, de cette tectonique, si vous voulez, qui était plus fort qu'autrefois. C'est ce qu'on pourrait appeler le monde du couscous par rapport au monde qui n'en est pas, qui va jusqu'à Sirte à peu près. Pour citer Ibn Khaldoun, vous savez que définit le Maghreb comme Akl al-Couscous, Rkab al-Burnous, wa Halkat al-Ish. Voilà, c'est ça, Rous, Halkat al-Rous. Donc ça signe, donc porter le burnous, manger le couscous et se raser la tête. Et il me semble qu'il y a un élément qui est à prendre en considération. Il y a aujourd'hui, me semble-t-il, une identité nord-africaine. Certains, justement, en Algérie l'autre jour, me disaient nous refusons le terme de Maghreb parce qu'il nous définit par opposition au Mashrek, par rapport au Mashrek. C'est pas comme ça qu'il faut que nous pensions, que nous constituions. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu ça, ce que je n'avais jamais entendu ces dernières années. J'ai beaucoup entendu parler ces jours-ci en Algérie à un niveau très élevé. On m'a dit, c'est écrit, nous sommes des Amazirs. Le pouvoir algérien dit ça quand même, c'est nouveau, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on a des éléments là qui sont aussi des changements importants. Alors, comment tout ça aussi s'explique par les suites des révolutions. Et je terminerai là-dessus. Les suites des révolutions arabes qui, d'une certaine manière, opposent aujourd'hui, à l'intérieur du monde arabe, sous des formes diverses, atténuées ici, même très atténuées en Tunisie par rapport à ce qu'on peut voir en Égypte ou ailleurs, disons un camp pro-frériste, dans lequel vous avez le Qatar, le Hamas, la Turquie et du côté des les frères musulmans libyens, Narda et les frères égyptiens, à leurs adversaires menés par l'Arabie saoudite, les Émirats, le général Sissi et quelques autres. Et c'est particulier, maréchal Sissi, pardon. C'est le Mouchir. C'est particulièrement frappant, bien sûr, parce que il n'y a pas d'un côté des islamistes contre des laïcs, puisqu'on ne peut pas vraiment qualifier, sauf si je n'ai vraiment rien compris en 35 ans d'études sur la région, l'Arabie saoudite de pays laïque. Hein. Si je me trompe, dites-le moi. Bon. Et on voit bien comment là, l'un des enjeux, c'est l'hégémonie sur le discours de l'islam politique. Est-ce que c'est un discours qui prône plutôt l'allégeance aux dynasties du Golfe, ou au contraire, qui est en opposition par rapport à celui-ci? Et cette question de l'émergence d'un discours politique, social, etc., à l'intérieur, et qui utilise les catégories du vocabulaire musulman dans toute sa diversité et sa richesse, je crois est une question qui se pose aujourd'hui avec une acuité très grande. Une acuité très grande parce que ce qui est frappant, et pour revenir ainsi et conclure ça, c'est de voir comment ce discours de Daesh, pourtant discours ultra-minoritaire, etc., finalement est devenu une sorte de discours polarisant face auquel, alors que 99,99991% des gens trouvent que c'est monstrueux, néanmoins, il n'émerge pas à ce jour une alternative structurée et crédible, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait qu'il continue à fonctionner? Ça nous pose des questions qui ne ressortissent pas seulement de l'analyse de la situation moyen-orientale, mais de ce qui est en train de se produire dans nos propres sociétés et que peut-être nous ne savons pas voir ni comprendre. Voilà. Donc, avec ça, je pense qu'il est temps que je m'arrête. Je vous remercie de m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux, comme d'habitude, et que je me livre sous la houlette de Si Mohamed à la torture de vos questions. Merci beaucoup.
Merci, merci Gilles. C'est pas surprenant. Tu es tout aussi brillant que toujours. Je ne vais pas faire de synthèse de cette longue communication. Ça le plan de conférence. J'ouvre. On n'a pas beaucoup de temps. On a une dizaine de minutes. Donc je vais prendre quatre demandes, des questions plutôt. Donc on va peut-être commencer par un. Je prendrai un au fond, deux, trois et un autre. Islam, tu vas. Un ici. D'accord. Donc on commence par monsieur. Oui. Salam alaikum, bonsoir. Juste avant la question. Non, c'est monsieur. Tout de suite, après, juste après. Très bien. Merci pour votre présentation très intéressante. J'ai 4 questionnements très brefs. Est-ce que le fait que ces jeunes-là, qui sont en France ou dans les pays européens et qui se radicalisent de cette manière, vous avez dit, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, sans passer par les mosquées. Est-ce que ce n'est pas le fait que les mosquées ont peut-être perdu de crédibilité ou été décrédibilisées qui favorise ça? Deuxièmement, bon, on a parlé de monstruosité. Est-ce qu'il y a un critère pour mesurer la monstruosité? Est-ce que finalement la monstruosité médiatique l'emporte sur la monstruosité pragmatique? Parce que, par exemple, les États-Unis, dans leur intervention, il y a eu 1 million de morts en Irak. Effectivement, ils ne passaient pas chaque mort sur YouTube, etc. Donc, est-ce qu'il y a un critère pour mesurer ça? Troisièmement, comment est-ce que vous, en tant qu'expert de ces éléments-là, vous expliquez cette virulence des pays du Golfe vis-à-vis des frères musulmans? Pourtant, on penserait que tous les deux, l'islam politique, etc. Et pour finir, j'ai beaucoup apprécié votre remarque sur le fait qu'au final, c'est une question d'intérêt économique au Golfe, et donc l'indépendance politique s'est faite, mais est-ce que finalement l'indépendance est achevée tant que l'indépendance économique n'est pas faite? Et merci beaucoup. Oui, je vais répondre brièvement parce qu'il y a tellement de questions que je n'arriverai pas à mon âge et avec tout ce que je suis épuisé, donc j'ai plus de mémoire. Ça passe pas par les mosquées. Ce qui est frappant, effectivement, c'est que, alors je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais des échos que j'ai, ça n'est pas très différent. Ce sont des réseaux informels qui passent par Facebook et Twitter qui vont fabriquer les réseaux qui, par exemple, font partir les jeunes en Syrie. Les mosquées qui étaient surveillées par nos Muqaddam à nous et autres, les flics ne trouvent plus rien. Ils ne voient rien passer. En revanche, ce sont ceux qui surveillent, ce sont les cyberflics qui repèrent les gens et qui les attrapent. Donc là, il y a un phénomène nouveau. Il y a un numéro vert qui a été créé en France pour les familles affolées. Et les gens, alors bien sûr, les gens qui appellent sont des gens qui ont moins peur que les autres, qui sont plutôt plus éduqués, mais la stupéfaction, c'est que ce ne sont pas uniquement des gars qui sont issus des milieux les plus, des junkies qui seraient devenus daéchiens en prison. Il y en a bien sûr, hein, Nemmouche est le cas, mais vous avez des gosses de classe moyenne, d'origine catholique, voire juive, qui se convertissent. Qu'est-ce qui fait, comment ça marche? Là, c'est quelque chose qui est... Effectivement, là-dessus, une grande partie des cadres, des intermédiaires religieux traditionnels, fussent-ils islamistes, sont largués, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui dépasse, en fait, la question proprement religieuse dans ce phénomène. C'est ça qui est intéressant. La monstruosité, c'est un peu la même question. C'est-à-dire que c'est effectivement la construction médiatique de la monstruosité. Un monstre, c'est quelqu'un qui se montre d'abord comme tel, qui se produit monstrueux, ça veut dire en français qui se montre comme monstre, si vous voulez. Et regardez la différence avec Ben Laden. Après le 11 septembre, les attentats ne sont pas revendiqués. Vous savez que le rideau de fumée faisait partie de la stratégie, l'opacité. Et chez nos amis arabes, dont l'esprit de mot Amara est assez répandu, vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait cette fameuse histoire qu'il y avait un fax envoyé par les Juifs qui disait qu'il ne fallait pas que les Juifs aillent dans le 11 septembre, car c'était les Juifs qui avaient fait le 11 septembre. Et puis il y a eu
mon éminent compatriote Thierry Messant, qui a écrit des bêtises sur ce thème aussi. Donc, il y a eu toute une sorte. Là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. C'est tout de suite, on balance sur YouTube l'égorgement en direct du malheureux James Foley ou d'un soldat alawite, avec d'ailleurs des mélanges très, très frappants. Les termes utilisés qui sont dhabaha, donc l'égorgement, ou bien nahara, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser, oui, pour la fête, enfin, si j'ose dire, du mouton. Et si vous regardez ce qui se passe avec Daesh, les images, il y a une déshumanisation de l'autre. Et on l'égorge l'autre comme on le fait pour un animal. Vous avez prévu cette scène aussi épouvantable quand ils ont pris la base de Raqqa récemment. Ils ont fait se déshabiller les soldats, qui étaient la plupart des alaouites, en caleçon. Donc pour des salafistes, en principe, que je sache, c'est haram de montrer les aura, c'est-à-dire en français les pudenda, entre le genou et la hanche. Ils ont fait courir en slip et ensuite les ont mitraillés et tués dans le désert. Comme si c'était des animaux, si vous voulez. On montre les aura, on ne les montre pas pour un être humain, et on les filme. Donc il y a ce phénomène de déshumanisation qui est, me semble-t-il aussi, qui fait partie de la culture postmoderne, post-internet, c'est-à-dire on est en la PlayStation, vous voyez. Donc et ça c'est quelque chose. C'est plutôt ça ce critère. Alors quand vous dites effectivement, après on a en même temps les milliers de morts de Gaza cet été. Mais d'une certaine manière, c'est terrible de dire ça, on est quasiment habitué à voir des populations civiles se faire massacrer. Je ne m'en réjouis pas, bien sûr. Mais la monstruosité produite culturellement et médiatiquement est plus attractive parce qu'elle est aussi nouvelle, elle suscite du voyeurisme, etc. Alors, votre troisième et quatrième point, j'ai oublié. Ah oui, contre les frères, mais pas tous, parce que le Qatar, le Qatar les défend. Alors, non, je crois qu'il y a, en Arabie en particulier, les frères musulmans qui sont présents dans les classes moyennes roturières qui n'ont pas directement accès à la rente pétrolière, sont perçus comme un danger, puisqu'ils utilisent le même référent, d'une certaine manière islamique, pour le pouvoir, mais s'en servent non pas pour le ta'a et wala, mais au contraire pour expliquer qu'il faut faire le khuruj ala wali al-amr, qu'il faut se révolter. Et donc, du coup, ils apparaissent comme les ennemis les plus importants. Après tout, Israël ne va jamais prendre le pouvoir à Riyad, ni Téhéran. Eux, oui, peut-être, oui. Et donc, je crois qu'il y a là un enjeu mortel qui explique aussi la réaction différente des Saoudiens, des Émiratis, mais surtout des Saoudiens et des Qataris à l'occasion des révolutions arabes. Les Saoudiens font tout de suite le containment. Les Qataris, eux, yarkabul mawja, ils prennent le train en marche. El Jazeera sert à ça, sert à installer les frères musulmans comme les intellectuels organiques des révolutions. Rappelez-vous, Moubarak tombe le 11 février, qui est un vendredi. Le vendredi suivant, Qardawi arrive du Qatar et transforme la place Tahrir en une gigantesque mosquée dont il dirige la prière. Et on a là, si vous voulez, le frère le plus médiatique du monde qui transforme la multiplicité de la parole révolutionnaire en un discours frériste qui est évidemment relayé en live sur Al Jazeera. Vous voyez et donc là, il y a des enjeux complexes qui tiennent au fait que le Qatar estime que pour survivre, le Qatar tient en poussant l'un contre l'autre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais ni l'un ni l'autre, et surtout l'Arabie saoudite, trouve que le Qatar serait très bon à manger, vous voyez, avec plein de gaz. Donc la pérennité du Qatar est un exercice d'équilibre permanent. Et pour le Qatar, je crois que rassembler autour de lui, c'est un tout petit pays, avec son argent, rassembler la masse des frères, ça lui donnait le sentiment de pouvoir faire un véritable contrepoids face à l'Arabie qui est beaucoup plus puissante, et puis qu'il y a des machines à fabriquer des salafistes pro-régime, qui sont les universités saoudiennes. Oui. La dernière question, sur l'indépendance, ben non, les pays du Golfe, bon, vous pouvez dire qu'ils ne sont pas indépendants du système mondial puisqu'ils vendent du pétrole, mais ils ont quand même construit un fort système d'autonomie. Ils se sont autonomisés d'un certain nombre d'injonctions de leurs bailleurs de fonds. Aujourd'hui, ils ont essayé de diversifier leur économie uniquement rentière avec le soft power, des chaînes de télé, du sport, des musées,
du mondial de football, etc., et de Dubaï, mais tout ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très cher et ça oblige à avoir un prix du baril très haut. Je ne sais plus exactement, on a des économistes ici sans doute, quel est le coût d'équilibre du budget saoudien, c'est pas loin de 100 $ le baril, si vous voulez. Or, aujourd'hui, avec la tonie européenne, le gaz qu'on produit en quantité, etc., on est dans un décrescendo qui est en train de créer aussi des problèmes des problèmes budgétaires qui vont se... Voilà. Alors maintenant, monsieur. Non, c'est vous qui avez le micro, donc. Mais il faut que vous parliez près du micro, sinon non, ça ne sert à rien d'avoir le micro. Vous me demandez si je crois au Père Noël, c'est ça Sidna Issa. Il y a déjà une sorte de... C'est pas la fédération, il y a une scission de fait, c'est-à-dire qu'il y a une région kurde, une région chiite et une région Daesh. Bon. Est-ce qu'elles peuvent être intégrées dans quelque chose de fonctionnel? Écoutez, je ne suis pas convaincu déjà que les Kurdes en veuillent. Depuis que les Kurdes sont autonomes, on n'enseigne plus du tout l'arabe au Kurdistan. La jeune génération kurde, par exemple, les gens qui ont 20 ans, sont totalement désarabisés. Les vieux Kurdes parlent arabe, mais les jeunes, plus du tout. Se sentent-ils irakiens? Je crois absolument pas. Donc là-dessus, déjà, cette fédération, elle est vraiment, si fédération il y a, elle est à minima, si vous voulez. Maintenant, pour que l'État, je crois la force des sunnites, les sunnites n'ont pas de pétrole, et ils sont 20%, mais ce sont les guerriers. Et ils ont la capacité de rendre dysfonctionnel l'État kurde chiite. Et c'est ça le point de négociation. C'est un peu comme en Libye, toutes choses égales par ailleurs. Maintenant, probablement, ce point de négociation ne peut pas être atteint par les Kurdes directement, et il faut qu'il y ait des intermédiaires, des brokers pour le faire. Ça revient à la question de l'Iran, si vous voulez. Je crois s'il y a quelque chose à retenir de notre discussion, c'est que justement, c'est le retour ou non de l'Iran dans le jeu moyen-oriental qui, à mon sens, est l'une des clés fondamentales. Et le fait qu'il n'ait pas été finalement invité sous pression saoudienne, semble-t-il, essentiellement à la conférence de Paris qui a été faite par Hollande mardi matin, autour de Hollande, est un signe, à mon avis, qu'il y a un acteur qui manque. Après, on est pour ou on est contre, mais la réalité est là. Troisième question. Alors, bonsoir, je vous remercie d'abord pour votre intervention. Ma question est si vous ne pensez pas que la création d'un État fondé sur les principes de l'islam en tant que religion, si bien sûr tel est l'objectif, serait légitime et qu'avec peut-être une meilleure gestion de son image devant la scène internationale, et donc éloigner cette image de celle d'un État terroriste ou un monstre providentiel comme on peut le lire sur le monde diplomatique, Daesh aurait pu suivre son processus de création de manière plus fluide et ne pas voir autant d'opposition mondiale contre sa création. Alors effectivement, j'ai acheté le monde diplomatique, ça m'arrive assez rarement, hier à l'aéroport d'Alger. C'est la seule chose qu'il y avait à vendre d'ailleurs, c'était ça ou un café. Et j'ai lu l'article de Peter Hartling dont vous parlez, qui présente Daesh comme finalement un épouvantail bien pratique pour l'Occident. Je crois que c'est un raisonnement qui pousse trop les choses à la limite. Vous savez, il y a des gens qui ont aussi expliqué que Al-Qaïda avait été inventé par Israël ou je ne sais quoi, ou par les États-Unis pour justifier je ne sais quoi. Non, je ne pense pas. On a quand même, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà à ce stade, on avait fait avec Jean-Pierre Millelli ici présent en 2005 et d'autres, mes anciens étudiants et jeunes collègues, Omar Sari, Stéphane Lacroix, Thomas Heighammer, ce recueil qui s'appelait Al-Qaïda dans le texte, où Jean-Pierre avait traduit remarquablement, et on avait présenté les uns et les autres des textes fondateurs d'Al-Qaïda pour présenter son système de fonctionnement. Mais non, mais laissez-le, c'est quand je parle de Ben Laden, il a peur. Bon. Il est mort. Zawahiri est vieux. Et donc,
où on pouvait comprendre comment fonctionnait intellectuellement Abdallah Azzam, intellectuel du djihad afghan dans les années 80, financé à l'époque par les États du Golfe et entraîné par la CIA. Comment fonctionnait Zawahiri, Ben Laden, Zarqawi, etc. Et même s'il y a eu des manipulations, il y a toujours des manipulations dans les groupes secrets et autres, néanmoins, on voit bien qu'il y avait, ça correspondait aussi à une logique, à une idéologie. Dans le cas de Daesh, bon, on n'a pas fait encore Daesh dans le texte, il faudrait le faire aussi avec le son et lumière, hein, en vidéo malheureusement. On a quand même si on n'est pas allé jusque-là, il nous a fallu du temps pour le faire, on a quand même un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire la construction, l'histoire en Irak et en Syrie, que je vous ai brièvement résumé, et puis la transformation idéologique, le passage de Zawahiri à Abu Musab al-Souri, etc. Donc, en ce sens, je ne pense pas qu'il faille penser à un ennemi, qu'il faille pousser la logique de l'ennemi providentiel aussi loin que le fait Peter Hartling. Alors, maintenant, pour ce qui est de la possibilité qu'il y ait un État islamique, ça je n'en sais rien, si vous le souhaitez, moi ça ne me regarde pas directement, mais après tout, la Mauritanie se dit État islamique de Mauritanie. C'est du reste l'un des éléments qui ont fait le changement de langage, notamment dans les dirigeants européens. Un certain nombre d'universitaires ont attiré notamment l'attention du président Hollande qui, dans ses disait l'Occident doit combattre l'État islamique. Bon, ça peut être perçu par des gens qui ne seraient pas nécessairement des aficionados du président Hollande ou d'un autre, comme l'Occident doit combattre l'islam. Ce qui n'est pas le cas. Du coup, le langage aujourd'hui est changé et c'est devenu Daesh ou les égorgeurs de Daesh qui sont devenus une manière de nommer le groupe à partir de ce qu'il a de plus réducteur, puisque c'est le groupe lui-même qui s'appelle l'État islamique pour se donner l'impression qu'il est un État et qu'il est islamique. Qu'il soit un État, je n'en suis pas sûr, et qu'il soit islamique, ce n'est pas à moi de juger ce qui est islamique ou pas, bien sûr, mais autant que je sache ou que je comprenne, beaucoup de gens ne considèrent pas du tout que c'est ça l'islam tel qu'il se le représente. Alors, pour le reste, après, ça dépend de l'opinion de chacun. Dernière question. D'accord, alors allez-y. Alors, 1,5. C'est qui est-ce? Je peux vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Dans une dernière page du Monde, c'est le Monde normal, hein, pas le Monde diplomatique. Je n'entends pas, parce que là, je ne vous entends pas. Est-ce que je parle d'un dernier article que vous avez écrit dans le Monde dernièrement? Une interview. Pas le Monde. Oui. Une interview. Non, une page. Oui. J'ai l'impression que vous avez fait preuve d'un certain pessimisme concernant l'avenir des pays arabes. Est-ce que je me trompe? Quoi, vous êtes optimiste? Non, mais justement, j'ai l'impression. Non, je vous pose la question. Non, un peu, tout de même. Oui, moi aussi, ça finissait de manière très optimiste. J'ai expliqué qu'il y avait des choses très importantes qui se passaient en Tunisie. Justement. Et qu'il était important de les soutenir. Et du reste, j'étais, non pas comme sur la tribune, mais j'ai assisté à la conférence Investir en Tunisie où il y avait votre Premier ministre, M. Sellal, M. Joma et mon propre Premier ministre, qui manifestait la volonté des grands voisins d'Afrique du Nord et de la France et aussi de l'Union européenne d'aider la transition dans un pays comme la Tunisie qui peut servir de modèle, si vous voulez. Alors, il ne faut pas voir, bien sûr, on a la tendance à ne voir que Daesh parce qu'il est monstrueux, parce qu'il, comme monsieur l'a expliqué, parce qu'il sature les écrans par la monstruosité, par une démarche qui est quasiment pornographique, si vous voulez. Hein. Mais bien sûr que non. Et il y a toutes sortes d'autres options qui se présentent aujourd'hui dans le monde arabe. Et il me semble que justement, je ne dis pas ça parce que je suis en Afrique du Nord, évidemment. Je n'ai pas un autre discours en Égypte ou en Syrie. Mais en Syrie, j'y vais pas, il faut dire. Mais il me semble que justement, aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, les problèmes, etc., les sociétés nord-africaines, la manière dont leurs gouvernements sont contraints de se poser des questions d'adaptation à ce type de défi, pourrait représenter précisément plus peut-être une coopération mieux pensée à la fois avec l'Europe et avec l'environnement
africain, un modèle alternatif à ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Entrer dans la machine moyen-orientale aujourd'hui, partager ces conflits, s'aligner sur elle, c'est, comme on dirait en anglais, recipe for disaster, une recette pour le désastre. Je voudrais juste revenir à la Tunisie très rapidement. Non, parce que je vais dans le sens de... Non, juste... Non, c'était... C'est la Doula, lui c'est la Doula. Je ne sais pas si... Excusez-moi, je voulais parler de la Tunisie, mais c'est pas grave. Oui, bonsoir, je suis journaliste politique à Média 24. Mais il faut une voix féminine, hein, il ne faut pas que tu sois aussi machiste. Ah, la voilà. Une femme, 2 femmes, 3 femmes. Je soigne mon fan club, hein, parce que je compte sur lui. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y. Pardon, il y avait quelqu'un avant moi, peut-être? Allez, parle. D'accord, très bien. Donc, je récapitule, journaliste. Mais soyez gentil de parler fort dans le micro. D'accord. Donc, je voulais simplement savoir quel était votre... comment vous voyez la stratégie américaine qui se prépare, qui prépare une coalition à travers le monde? Est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce que peuvent faire les pays d'Europe, les pays arabes, le Maroc en particulier? La France a décidé d'enlever ses passeports aux ressortissants qui seraient tentés de rejoindre la Turquie ou la Syrie. D'accord, je vais répondre. Donc, pour enlever les passeports, ça n'a pas beaucoup d'importance pour la Turquie, parce qu'on peut y aller avec une carte d'identité. Absolument. C'est un pays qui attire le tourisme pas très cher, et donc enlever le passeport, là, ça ne marche pas. Alors, y a-t-il une stratégie américaine? Mais si vous la connaissez, faites-le nous savoir, parce que le sentiment, justement, c'est que, en termes de stratégie à court terme, c'est extrêmement complexe. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont fait précédemment, c'est-à-dire surtout pas d'Irak, Bush, c'est-à-dire surtout pas de boots on the ground. La Libye a été une catastrophe, on a tout bombardé d'en haut, on n'a perdu personne, Kadhafi est mort, alhamdoulilah, et maintenant c'est le chaos le plus total. Donc, catastrophe. L'Afghanistan, c'est pas tellement mieux non plus. Pardon. Et donc, j'ai l'impression que, vous savez, il y avait, au moment de la guerre, l'invasion de l'Irak en 2003, donc Chirac était opposé, il n'y avait pas eu d'appui onusien, et Rumsfeld avait appelé la coalition qui était avec les États-Unis « Coalition of the Willing », la coalition de ceux qui voulaient bien. Là, on est plutôt dans une coalition of the unwilling, c'est la coalition de ceux qui ne peuvent pas tellement faire autre chose, qui est quand même une cote assez mal taillée, avec les Saoudiens comme à l'avant-garde d'une certaine manière territoriale, qui sont inquiets sans doute pour leur propre territoire, c'est une très grande frontière avec l'Irak, mais dont on peut quand même s'interroger sur leur relation réelle avec un certain nombre d'éléments de Daesh, si vous voulez. Hein. Donc, il me semble que pour l'instant, il y a une volonté de containment, d'arrêt de l'expansion de l'État islamique, mais de toute façon, ça va poser la question du type de négociation avec l'Iran. Et si l'Iran n'est pas aujourd'hui dans le partenariat, ça va être assez bancal. Donc on peut être pour, on peut être contre, j'en sais rien, mais on a l'impression qu'on est dans une sorte de flou. Et ce qui me semble le plus préoccupant aujourd'hui, c'est l'absence de doctrine visible. Et vous savez, rappelez-vous, en Libye, la doctrine d'Obama, c'était « leading from behind », commander par derrière. C'est quand même pas quelque chose de tout à fait frappant. Alors, il y a une dernière question, c'est ça, ou il n'y en a pas? J'ai une question. Bon, allez. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière, il faut qu'elle soit excellente. Hein. Et on va essayer. Je m'excuse pour mon accent, je suis espagnol, donc... et je voudrais bien partager avec vous une vision et surtout savoir qu'est-ce que vous pensez, non? J'ai l'impression actuellement, dans les cas de la région de Sahel, notamment la Libye et notamment le Mali, qu'il y a une espèce de transformation de la cause djihadiste politique, ou de la cause politique qui a commencé dans les années 90, à l'économie criminelle. Ça veut dire que il n'y a plus idéologie, il y a aujourd'hui tout un business très important
que nous permet, si vous voulez, utiliser toujours la religion comme outil pour le recrutement, etc., etc. Je dis tout ça parce que vous avez parlé tout à l'heure sur la dimension commerciale de l'état du Moyen-Orient, notamment Irak. Et je pense que finalement, ça c'est le grand cancer de la Libye actuellement. C'est une lutte pour les ressources énergétiques notamment. C'est le cas aussi de Mali. Et je pense qu'on peut extrapoler cette dimension commerciale, comme vous avez dit tout à l'heure. Et voilà, je voudrais simplement savoir qu'est-ce que vous pensez sur cette thèse. Voilà, merci. Effectivement, le Sahel, entre autres, a toujours été la zone de transbordement entre le système de l'Afrique du Nord et le système de l'Afrique noire. C'est les caravanes qui partaient de Tombouctou et qui arrivaient dans le Tafil Alet ou qui arrivaient au sud du Djebel Nefoussa, avec d'ailleurs qui transportaient des esclaves, de l'or dans un sens et l'autre, et qui avaient déjà fait des flux commerciaux importants. Vous savez, c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve aussi bien au sud du Djebel Nefoussa, à Yefren, que dans le Tafil Alet ou ailleurs, des synagogues, enfin des restes de synagogues, puisque au bout de ces routes commerciales, vous aviez des installations donc de commerçants ou d'intermédiaires juifs qui faisaient des lettres de change aux gens qui traversaient le désert pour minimiser le risque de transporter du numéraire sur un autre qui était à Tombouctou, etc. Donc on a des flux commerciaux qui sont anciens, attestés et qui sont manifestés notamment par cela. Et ces flux commerciaux se sont transformés au cours des années récentes, bien sûr, avec un entrant venant de l'extérieur, qui est la cocaïne arrivant d'Amérique du Sud, qu'on fait atterrir dans des vieux coucous dans des pays du sud de Sahel, et qui ensuite sont pris en charge à travers le Sahel, puis l'Afrique du Nord, pour arriver vers l'Europe. Il y a les armes, il y a les fameuses Marlboro, je crois que c'est Mortar Ben Mortar ou un truc, je ne sais plus lequel, qui est surnommé Djihad Marlboro, enfin je ne sais plus, ou un autre, et il y a le calife Twitter, le Djihad Marlboro, ça fait beaucoup tout ça. Donc ça, bien sûr, c'est un élément important. Est-ce que pour autant, il faut dire que l'idéologie a disparu? Non, parce que l'idéologie, elle va servir à fédérer ça et à mobiliser des gens et à accroître le recrutement. Les ressources fournissent la base, mais l'idéologie, il n'y a pas d'idéologie pure, de toute façon, ça, ni là ni ailleurs. L'idéologie est toujours mêlée avec la captation des ressources. La Révolution française, c'est pour la liberté, l'égalité, la fraternité, mais c'est aussi pour que les classes moyennes urbaines récupèrent à bas prix les biens du clergé. Les indépendances, c'est aussi la captation des biens vacants. Alors, ça n'enlève pas ces titres de noblesse aux idées, si vous voulez, mais c'est également des choses qu'il faut mettre en cause avec la réalité des flux économiques. Et pour la Libye, effectivement, la captation de la rente pétrolière libyenne est un enjeu fondamental pour comprendre ce qui se passe. Le déséquilibre, comme il n'y a plus d'État, on me dit qu'il y a toujours 800 000 barils par jour en Libye, je ne suis pas expert de ça, mais comme il n'y a plus d'État, les différents groupes tribaux ou territoriaux essayent chacun d'en récupérer le plus possible. Et là-dessus, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et maintenant, me tourner vers Si Mohamed pour lui dire « Barakallahu fik ». Je voulais...